Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de notre émission Bell Talk. Aujourd'hui, nous recevons Madame Miriam Rmili, députée parlementaire et membre du bureau politique du Rassemblement national des indépendants. Avec elle, on va revenir sur les promesses électorales de son parti, les défis actuels du gouvernement et les attentes des citoyens à l'approche des élections de 2026. Bienvenue Madame Rmili et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci pour l'invitation, merci Nassim. Bienvenue. Alors, on commence par le secteur de l'élevage qui traverse actuellement une crise, sécheresse, hausse des prix de l'aliment de bétail, chute du cheptel. Quelles solutions concrètes proposez-vous pour protéger les éleveurs et assurer la sécurité alimentaire? Effectivement, nous, comme vous l'avez dit, nous vivons un contexte de crise. Ce contexte de crise est lié à des éléments qui sont exogènes, comme vous l'avez très bien dit au niveau de votre question. Nous sommes aujourd'hui, nous vivons la 7e, on est vers la 8e année de sécheresse consécutive. Il y a eu également le fait que tout ce qui est alimentation animalière, il y a eu une flambée des prix de plus de 65%. Donc ceci n'est pas du tout simple. Le gouvernement n'est pas resté les bras croisés. Il a mis en place une série de mesures. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait un plan d'urgence qui était sous l'impulsion de Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste, qui a consisté en fait une subvention de 10 milliards de dirhams pour effectivement éviter qu'il y ait une crise encore plus persistante au niveau du monde agricole. Aujourd'hui, il y a également des subventions qui sont faites pour aider les agriculteurs à s'en sortir. Et il y a effectivement des boucliers, on va dire, fiscaux qui ont été mis en place. Il ne faut pas, je sais très bien que c'est un point qui fait polémique, mais c'est un point qui est également très très important quand on parle de souveraineté alimentaire, c'est le fait qu'il y ait eu une subvention de Eid al-Adha par tête en 2023 et en 2024, et dont je rappelle le chiffre qui est de 457 millions et non pas, on ne parle pas de milliards. Et il y a un communiqué qui est en fait une source qui est sûre et fiable, qui est le communiqué du ministère de l'Agriculture. Et puis, deuxième chose, il y a également, si on parle par exemple de tout ce qui est viande, il y a également une exonération des droits de douane et de la TVA en cas d'import de viande congelée ou de viande d'ovin. Donc tout ceci permettra en fait, in fine, une stabilisation des prix sur le marché et une diminution compte tenu effectivement d'une certaine flambée des prix à un moment donné. D'accord. Alors, le coût de la vie reste aussi, bien sûr, une préoccupation majeure pour les Marocains. Que répondez-vous à ceux qui estiment que les mesures prises jusqu'ici sont insuffisantes? Alors, les mesures qui ont été prises jusqu'à aujourd'hui, alors il faut savoir déjà comment on va évaluer en fait ces mesures-là, hein. Et il faut savoir que lorsque ce gouvernement a reçu la confiance donc du Parlement et de Sa Majesté, il faut savoir que nous étions encore en situation de crise, c'est-à-dire que nous avons hérité en fait finalement toutes les crises possibles et imaginables. Donc il y a eu la crise du Covid, bien évidemment toutes les tensions qu'il y a eu sur les matières premières et sur le fret. Il y a également le fait que nous vivons des années de sécheresse consécutives, et ça personne ne le savait. Il y a également des problématiques qui sont climatiques, des problématiques géopolitiques qui sont liées à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et d'abord, c'était une surprise pour tout le monde. Et puis, deuxièmement, la durée de la guerre étant elle-même une surprise. Donc, il y a un certain brouillard, en fait, finalement, économique. Donc, voilà ce qu'a mis en place le gouvernement. Premièrement, le taux d'inflation a été ramené à la baisse, parce que le taux d'inflation, par exemple en 2023, on parle de 10%. Aujourd'hui, on parle d'un taux d'inflation qui est entre 1 et 2%. Il ne faut pas oublier que nous avons des pays voisins qui ont une inflation de 30%. Et ça, ce n'est pas rien. Alors, donc, dans un premier temps, il y a eu un travail qui a été fait sur l'importation. Et chose qui est très, très importante, et il faut absolument que je le dise, c'est que les marchés
sont correctement achalandés. Nous n'avons jamais eu de problème en termes d'approvisionnement. Et ça, c'est très, très important. Non seulement au niveau du citoyen, mais également au niveau des entreprises. Il faut savoir que lorsque la reprise a été faite post-Covid, les marchés qui étaient prioritaires étaient les marchés européens, avec une fluctuation des prix qui était pratiquement journalière. Donc, nous n'étions pas prioritaires. Pourtant, ce gouvernement a œuvré afin qu'il y ait un achalandage des marchés qui soit du quasi 100%. Donc, ensuite, il y a un travail qui a été fait sur en fait, des mesures qui sont inflationnistes et, je rappelle bien, qui sont exogènes et non pas endogènes. Il y a une petite partie qui est endogène, mais on peut en revenir dessus plus tard. Et il y a également le fait que le gouvernement a mis en place des subventions. Par exemple, il y a 100 milliards de dirhams depuis 2021, 22, 23, 24, 25. On parle de 100 milliards de dirhams qui ont été envoyés à la caisse de compensation pour permettre aux matières premières telles que le sucre, le gaz et la farine blanche d'avoir des prix qui sont effectivement, les prix sont plafonnés. Il y a également la facture de l'eau et de l'électricité. On sait très bien que par exemple dans les pays européens ou même dans les pays voisins, la facture d'électricité a été multipliée par 2. Le gouvernement a pris en charge cette augmentation via une subvention indirecte qui est versée à l'ONE. Il y a également l'augmentation par ailleurs des salaires, l'augmentation du SMIC, l'augmentation du SMAC de pratiquement 20%. Le SMIC, on parle de 15% puisque c'est 5,55. Il faut également rappeler que même dans la fonction publique, pratiquement tous les fonctionnaires ont été augmentés. Il y a également des mesures qui ont touché l'impôt sur le revenu. Aujourd'hui, nous avons des retraités qui ne payent plus d'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que le gouvernement n'est pas resté les mains croisées. Il a mis en place un certain nombre de mesures qui sont très très importantes et qu'il y a lieu de saluer. Et voilà. Alors, dans votre programme aussi, la généralisation de la couverture sociale était un objectif fort. Où en est-on concrètement et quels sont les obstacles rencontrés? Alors, concernant l'assurance maladie obligatoire, je rappelle qu'il s'agit d'un chantier royal. Donc, l'assurance maladie obligatoire, tous les textes sont là. C'est-à-dire que le gouvernement, au moment où il a été élu, a mis en place tous les textes juridiques qui permettent en fait la mise en place de l'AMO ou l'AMO. Il a mis en place 2 types d'AMO qui n'existaient pas en fait auparavant, c'est-à-dire qu'il y a l'AMO Tadamun, pour les gens qui n'ont pas les moyens en fait de cotiser. Et en fait, c'est un petit peu l'ancien Ramed, mais bon, qui n'a plus rien à voir avec le Ramed, hein, c'est une réelle couverture maladie. Et puis, il a eu l'AMO Shamil, c'est-à-dire pour les TNS, les travailleurs non salariés. Et aujourd'hui, il est possible pour tout un chacun de cotiser pour l'AMO. C'est-à-dire que nous sommes en termes de texte, nous couvrons tout le monde aujourd'hui. Par contre, maintenant, en termes d'adhésion, et c'est là en fait où il y a une problématique, c'est en termes d'adhésion, il y a encore une partie des Marocains qui n'ont pas encore adhéré à l'AMO. Et je pense qu'il faut faire un travail de sensibilisation par rapport à cela, puisque, in fine, c'est un chantier qui est un chantier social, qui est très très important, et c'est dans l'intérêt de tous. D'accord. Alors, on parle beaucoup de parité et de leadership féminin. En tant que femme politique, sentez-vous que les mentalités ont vraiment évolué ou reste-t-il beaucoup à faire? Alors, je vais être nuancée dans ce que je vais dire. Alors, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Évidemment, nous parlons également de la Moudouana, la nouvelle Moudouana, enfin la Moudouana sous sa nouvelle mouture qui arrive. Effectivement, nous avons une liste qui est régionale. En fait, la majorité des députés aujourd'hui au niveau de la Chambre des représentants viennent des listes régionales. Et ça, c'est sous l'impulsion, franchement, les droits des femmes avancent sous l'impulsion principalement de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, mais également certains partis qui sont très ouverts. Maintenant, les mentalités n'évoluent peut-être pas aussi vite en fait que les textes. Et il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire sur l'image en fait du politique dans le sens large et de la femme politique dans un sens un peu plus précis en fait. D'accord. Donc il reste beaucoup à faire.
Il reste beaucoup à faire. Après, je ne peux pas non plus ne pas saluer en fait tout ce qui a été fait. Parce que, alhamdoulilah, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Aujourd'hui, nous avons pratiquement 80, je ne sais plus si c'est 96 ou 98 députés femmes. Donc, c'est déjà une très très bonne chose, hein. Est-ce que le chemin est encore long? Oui, bien sûr qu'il est encore long, parce que nous souhaitons toujours que les choses évoluent. Mon souhait, c'est qu'il n'y ait plus de discrimination positive, que les femmes ne viennent pas de listes régionales, mais qu'elles viennent parce qu'elles ont été élues localement au même titre que les hommes. Voilà. Alors, comment votre parti compte-t-il regagner la confiance des électeurs, surtout dans un contexte économique un peu difficile et à l'approche des élections de 2026? Écoutez, je ne considère pas qu'il y ait vraiment un problème de confiance, honnêtement. Parce que les grands chantiers ont été mis en œuvre. C'est-à-dire lorsque nous parlons de la santé, lorsque nous parlons de l'éducation, lorsque nous parlons de l'état social, ce sont des choses qui ont été mises en œuvre réellement par le gouvernement, Aziz Arnouch. Et plus que ça, il a pu, en fait, à chaque fois qu'il y avait une crise, la surmonter. Donc la confiance est là. Nous avons confiance en un gouvernement qui est là, qui a en fait un pare-choc lorsqu'il y a une crise. Maintenant, la confiance étant quelque chose, maintenant les élections et autre chose, il faut certainement intensifier la communication afin que la bonne information arrive aux citoyens, parce que effectivement il y a beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux sociaux, et on sait qu'aujourd'hui les réseaux sociaux sont la source d'information principale d'une grande majorité de citoyens. Et ce qui est dommage, c'est que comme des informations en fait, ou des fake news elles passent beaucoup plus rapidement que les vraies news. Il se trouve qu'il y a un certain nombre de citoyens qui, par exemple, n'adhèrent pas à des systèmes auxquels ils ont droit. Lorsqu'on parle de l'aide sociale directe, ou encore de l'AMO Tadamon, ou encore de l'AMO Chamil, il y a des citoyens qui n'adhèrent pas du fait qu'ils voient des fake news. Et ça, c'est vraiment dommage. D'accord. Alors, une petite dernière question pour finir. À titre personnel, comment restez-vous connecté aux réalités du terrain? Est-ce que la voix du citoyen influence encore réellement les décisions politiques? Bien sûr que la voix du citoyen influence les décisions politiques. D'abord, il faut savoir que le programme gouvernemental est basé d'abord sur, effectivement, les directives de Sa Majesté, mais également sur un programme qui est un programme électoral. Donc, avant même d'avoir mis en place un programme gouvernemental, il y a eu Miatio Miatendina du RNU. Je pense que c'est un programme qui est très connu, qui a permis en fait d'écouter en fait le citoyen et de comprendre quelles sont ses principales problématiques. Donc ça, c'est dans un premier temps. Donc nous écoutons les citoyens. Et puis deuxièmement, il faut savoir qu'en tant que députés, nous sommes la voix du citoyen au sein de l'hémicycle de la Chambre de représentants. Donc nous posons des questions toutes les semaines. Nous posons ça, c'est lorsqu'elles sont orales. Ensuite, il y a un certain nombre de questions, quand bien même elles sont orales, qui ne sont pas posées directement, parce qu'effectivement, il y a un nombre qui est très très important. Donc des questions qui sont orales, des questions qui sont écrites à l'ensemble des ministres pour pouvoir en fait les sensibiliser sur des problématiques qui sont réelles. Il ne faut pas non plus oublier que nous sommes un parti qui est très très présent, hein, très présent à travers les colloques que nous faisons, à travers les rassemblements que nous faisons. Nous avons un certain nombre d'organisations, nous avons des organisations parallèles, nous avons à peu près 19 organisations parallèles, et celles-ci nous permettent en fait de rester réellement sur le terrain et au contact du citoyen. D'accord. Alors, c'est la fin de notre épisode aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Armili, pour cet échange direct et transparent. Nous espérons que ces réponses auront permis d'éclairer certains enjeux. Je suis Nessima Kab et j'ai été ravie de vous accompagner tout au long de cet épisode. Merci à tous et à très bientôt.